toutes et à tous, merci à vous de nous rejoindre sur le plateau de la quotidienne. On poursuit dans notre semaine spéciale vacances. Au programme de notre émission aujourd'hui, Davina nous rejoindra bien sûr pour nous proposer différentes activités et loisirs de cet été. Puis on reste dans les centres vacances avec Marie-Hélène dans Job Éducation. Ensuite, un fin bon, on parle de crumble aux framboises, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Et pour finir avec Duke dans C'est bien de chez nous, le marché de Geisha s'est déplacé au centre culturel Chibaou. On en parle en fin d'émission, mais avant, place à l'invité du jour. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Roland Rossero, bonjour. Bonjour. Alors Roland, on te connaît comme réalisateur de films, écrivain, journaliste, chroniqueur, animateur, et même à la base, tu étais normalement docteur en chirurgie dentaire, une profession que tu as d'ailleurs exercée en province nord, où tu as vécu quand même une quinzaine d'années. Dis-moi, combien de vies est-ce que tu as eu, Roland? Alors j'en ai qu'une pour le moment. On va essayer de la faire durer d'ailleurs. Tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Donc moi j'ai toujours fait de l'outre-mer de par mon métier de chirurgien dentiste, et je suis arrivé sur le territoire donc en 86 avec ma compagne, et on est monté tout de suite dans le nord parce que j'avais envie d'exercer en brousse. Donc tout le monde était content parce qu'il n'y avait pas beaucoup de dentistes en brousse à l'époque. Et puis au bout de 15 ans, ma compagne voulait descendre à Nouméa. Alors, comme c'est toujours les femmes qui commandent, évidemment, même les hommes qui ne le savent pas, je le redis. Donc on est descendu à Nouméa, mais je ne voulais plus être dentiste à Nouméa. Je ne me sentais pas utile, comme j'avais déjà dit. Et je suis devenu journaliste parce que j'ai toujours aimé écrire. Et je suis tombé donc sur une bonne personne qui m'a dit « tu ne voudrais pas faire des articles sur la culture ?» Et donc j'ai travaillé un peu plus de 10 ans dans les infos et dans l'éveil, dans un journal qui a disparu, je crois, l'an dernier. D'accord. Donc l'écriture, c'est donc une de tes passions. Tu as écrit donc des récits, des nouvelles, des livres jeunesse même, et certains ont d'ailleurs été primés. Et tu es là aujourd'hui pour nous présenter ton dernier ouvrage. C'est un roman intitulé Corps à corps, qui est donc sorti aux éditions Humanis. C'était le mois dernier, en décembre. Alors de quoi ça parle? Alors, ça parle du pays, voilà, ça parle du pays. Je me suis toujours posé la question parce que ça fait une trentaine d'années que je suis là, on a toujours l'impression, évidemment, on apprend des choses par rapport aux autres cultures, mais est-ce qu'on peut vraiment connaître l'autre culture tant qu'on n'est pas dans un corps qui appartient à cette autre culture? Donc je suis parti sur ce thème un peu fantastique d'un jeune couple d'adolescents de Lifou qui ont soif de connaissances, ont envie d'évasion aussi. C'est pour ça que le roman s'appelait Les Évadés dans sa première mouture, mais on a changé parce que le titre est aussi parlant avec Corps à corps. Et donc, ils décident, ils ont trouvé un moyen, un petit peu comme les chamans un peu, qui passent dans les esprits des animaux. Ils ont trouvé le moyen, après des expériences sur les animaux, de peut-être phagocyter le corps d'un couple de métro qui est là en vacances. Alors, cet échange va se produire, c'est la première partie du livre, qui s'appelle d'ailleurs L'échange. Et puis après, la deuxième partie, c'est de l'autre côté, c'est-à-dire que les deux adolescents dans le corps des trentenaires métropolitains vont aller en métropole et vont avoir certaines surprises évidemment, parce qu'ils ne connaissent pas bien ces gens-là. Et les deux métropolitains sont prisonniers dans des corps d'ados à Lifou. Et ils vont là, évidemment, avoir des contraintes énormes dans ces corps-là, mais eux vont ne penser aussi qu'à revenir pour rencontrer les deux autres, pour éventuellement échanger encore. Voilà, donc, et ce sera la troisième partie. Mais je n'ai rien dévoilé là, parce que c'est donc l'expérience. On est dans le corps d'un autre, et là vraiment, parce qu'on est considéré. Il y avait comment s'appelle, un monsieur qui en Allemagne avait, il y a presque 50 ans, s'était déguisé en turc, en travailleur turc, ouvrier, pour voir comment étaient traités ces gens-là, avec le racisme. Et il n'y a que comme ça qu'il avait pu faire un reportage, il avait écrit un bouquin. C'est ce qu'a fait aussi une journaliste, la française. C'est souvent ça, oui, se mettre dans la peau du sujet. C'était, personne ne la connaissait, Florence Aubenas, voilà, et elle s'était mise femme de ménage. Et donc là, elle a pu écrire de l'intérieur quelque chose. Donc là, je me suis dit, pour
voir la culture de l'autre. Il faut rentrer vraiment dans la peau. Se mettre à sa place. Donc il y a un argument fantastique qui fonctionne, mais c'est un outil pour cette situation. Alors justement, c'est à la suite d'une résidence à la Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie qu'est née cette histoire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment t'es venue cette idée? Est-ce que c'est un sujet qui a été imposé? Est-ce que tu as eu... Enfin, combien de temps déjà a duré cette résidence? Alors, ça s'est passé il y a environ un an. Un peu plus d'un an, puisque j'ai terminé à la mi-décembre. J'ai eu 6 semaines de résidence. Alors les résidences à la Maison du Livre, ça se passe comme ça. On présente un dossier. Chaque année, il y a des gens qui peuvent présenter un dossier. Donc c'est la Maison du Livre fait un appel à dossier. On envoie le dossier où évidemment on met son CV, ce qu'on a déjà fait, et puis son parcours artistique éventuellement. Donc c'est pour l'écriture. Et puis on propose un projet. Alors moi j'avais déjà ce projet. Un embryon de projet, donc c'était pas le même titre, l'histoire n'était pas du tout développée, j'avais dû écrire 2-3 pages d'ailleurs qui ont été réécrites d'emblée dès les premiers jours, et donc ça a été accepté. Et je me suis dit, pourquoi faire ça? Parce que j'avais toujours écrit mes livres, je suis relativement libre, j'ai du temps libre pour faire ça. Mais ce que je voulais, c'était de la discipline. Quand on entend des écrivains ou des auteurs parler, ils disent toujours, moi, j'écris le matin, mettons, de 7h à 11h, et puis l'après-midi, je fais la sieste. C'est vraiment s'imposer un temps de travail. Voilà. Et moi, je n'étais jamais arrivé à le faire. Parce que même, toujours dans la matinée... il y a la compagne qui dit si tu as le temps, tu pourrais peut-être aller acheter ça. Donc ça veut dire qu'il faut y aller. Donc déjà ça sabre la matinée. Donc on ne peut jamais. Donc j'en ai discuté avec ma compagne et elle m'a dit ok, pas de problème. Donc j'avais des horaires de fonctionnaire. J'arrivais à la Maison du Livre à 7h. J'étais d'attaque à 7h15. Jusqu'à 11h30. Je remontais chez moi à pied, puisque j'habite pas loin. Donc c'était aussi un rituel de venir à pied et de remonter à pied. Et après 13h30, 17h, 5 jours par semaine. Le week-end. Les heures de bureau, quoi. Voilà, les heures de bureau, mais s'y tenir, c'est-à-dire pas sortir, boire des cafés, fumer des cigarettes. Une rigueur. Voilà, on est là. Donc il y a une petite pièce qui est dévolue à ça à la Maison du Livre. Et c'est vraiment très intéressant. Parce que pratiquement, je dirais, 90% du livre, au bout de 6 semaines, était rédigé. Bon, même s'il a évolué un petit peu après avec l'édition. Mais c'était des heures, des journées très pleines. Et je pense que si j'avais écrit cette histoire à mon rythme habituel, on aurait eu grosso modo évidemment la même histoire, mais pas du tout écrite pareil. Je pense que le style n'aurait pas été le même. D'accord. Alors donc c'est un roman, une fiction qui traite quand même de thématiques qui sont réelles, réalistes. Et puis donc on l'a dit, c'est fantastique. Est-ce que le genre fantastique qui t'attire tant, on l'a vu d'ailleurs avec ton recueil de nouvelles Contact, qui a d'ailleurs été mis en film, qui a donné lieu à un film qui a été réalisé donc par toi-même d'ailleurs. Est-ce que ce registre de la fiction te permet justement de mieux faire passer les messages, puisqu'on parlait d'échanges de culture, de mondes très différents, de se retrouver coincé à l'intérieur d'une autre culture que la sienne? Alors le monde fantastique, de toute façon, dans le monde océanien, c'est quelque chose, j'allais dire, de réel, de présent. On parle toujours de ce fameux monde invisible. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui attire tout le monde. La religion, ça peut être aussi du fantastique, pour les gens qui ne croient pas, et même pour les gens qui croient, il y a un côté fantastique. Donc c'est aussi un outil, un peu comme au cinéma le western. Avec le western, on peut tout dire. Dans le genre fantastique aussi, on peut exactement tout dire. Ce n'est pas un pur roman fantastique dans le sens où on invente un monde avec des populations, ça se passe en 400 000. Non, c'est pas ça. Mais on a ce petit côté qui d'ailleurs, je pense que dans la nature ici, quand on est dans la nature ici, enfin, moi, comme j'ai beaucoup d'imaginaire, on est toujours un petit peu pétri. Quand on est dans une forêt un peu isolée, comme ça, on a cette ambiance de fantastique, et moi je trouve que ça marche bien. Non, et puis c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Alors, dans ta démarche d'écriture, quelle est un peu ta démarche? Parce que, on l'a dit, tu es quand même cinéaste et écrivain. Est-ce que tu visualises d'abord tes scènes à la manière justement d'un réalisateur de film, et ensuite tu couches sur papier tes mots, ou alors d'abord tu vas écrire et ensuite tu vas t'imaginer? Comment ça se passe? Alors il est un fait qu'étant passionné de cinéma, en ayant vu énormément de films, et j'en vois toujours énormément,
mon écriture est fortement influencée par ça. Hein. La construction de tous mes livres relève plus du montage cinématographique, mais ça, je pense que c'est inconscient. C'est-à-dire que quand j'écris, je ne pense pas en disant ah bah tiens je vais écrire ça comme une scène avec. Mais on le voit de suite en fait en lisant, on voit la scène, on voit le plan. De toute façon, les gens me l'ont toujours dit, donc le public a toujours raison, donc ça doit être vrai. Mais c'est tout à fait inconscient. Par contre, même un livre un roman qui va être écrit un petit peu avec cette touche cinématographique ne fait pas pour autant un bon scénario. Le scénario, c'est quelque chose de complètement différent, puisque c'est des phrases qui sont moins littéraires, qui sont mises en images. Là, ce sont les images qui parlent, alors que là, c'est la lecture. Le lecteur lisant un roman s'imagine des images, donc c'est à nous, en écrivant, d'évoquer ces images, sans doute. Mais après, le spectateur qui n'est pas forcément un lecteur, qui va voir des images, il faudra qu'il comprenne cette histoire, mais on est obligé de passer d'une façon différente. Alors, les deux, je pense, se chevauchent. Alors, j'ai tendance, moi, à écrire un petit peu cinéma, sans le faire exprès. Et par contre, dans mes scénarios, on me dit souvent, c'est un peu trop littéraire. Donc, on est obligé de les retravailler. Mais tu n'as pas à choisir, tu fais l'un et l'autre, c'est tout à ton honneur. Alors, je rappelle le titre de ton roman, Corps à corps aux éditions Humanis, qui est en vente partout. On peut le trouver partout, dans toutes les librairies, même en grande surface. Merci beaucoup, Roland, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est moi. Un agenda consacré aux sorties familiales et aux loisirs, c'est ce que nous propose Davina. Bonjour Davina. Bonjour Chloé, bonjour à tous. Oui, je vous propose de faire une suite à l'agenda de mardi, tout simplement, en vous proposant les activités qu'il est possible de faire durant ces vacances. On commence avec un site à revoir, parce que tout Calédonien qui se respecte l'a au moins visité une fois. Il s'agit bien sûr du parc zoologique et forestier qui propose donc tout au long de ses vacances des visites guidées, mais aussi tous les jours des séances de nourrissage à partir de 14h. Vous pourrez donc voir le nourrissage des cagous, du corbeau, de la roussette ou encore des singes. Et puis le mercredi, si vous y allez le mercredi, vous pourrez voir le nourrissage du faucon pèlerin. C'est quand même une sortie assez sympa à faire en famille dans un très très beau cadre et à des prix abordables. Il faut compter 400 francs par adulte, 200 francs pour les 12-17 ans et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et ça quand même pour les grandes familles, c'est pas rien. Faut savoir aussi que pendant cette période de vacances, il y aura 3 projections qui seront réalisées sur le site du parc forestier, proposées dans le cadre de l'opération Un été au ciné. On en reparlera bien sûr très prochainement. En attendant, je vous laisse le numéro du parc forestier pour avoir plus d'infos, le 27 89 51. Voilà, pour la suite, on parle d'un autre parc, celui des Grandes Fougères. Oui, c'est ça, celui qui est à cheval sur les communes de Moindou, Farino et Saramea, qui s'étend quand même sur une superficie de 4535 hectares de forêt humide. Et c'est quand même il abrite de nombreuses espèces d'oiseaux, donc le cagou, la fauvette ou encore le pigeon vert. Les oiseaux endémiques. Voilà, les oiseaux endémiques. Et à ce titre, il est inclus dans un secteur géographique classé zone importante pour la conservation des oiseaux, c'est ça par l'organisation BirdLife International. Il est possible de bénéficier justement de visites guidées si vous souhaitez y aller, en appelant donc l'association Moirimea au 44 31 84. Vous pourrez également profiter des activités autour, il y aura notamment de l'acrobranche avec l'association Arbre Évolution. Là vous pouvez réserver en appelant le 99 17 84. Sachez que le parc est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 7h30 à 17h30 en continu. Très bien, et on termine pour les sorties familiales avec l'écomusée de Vaud. Oui, qui est ouvert aussi pendant cette période de vacances scolaires, qui est quand même un haut lieu de la commune, parce que il retrace l'histoire du café, très très importante dans la commune de Vaud. Donc sachez qu'il est ouvert le lundi de 10h30 à 13h30 et du mardi au vendredi de 8h à 17h, ainsi que le week-end, donc de 9h à 13h. Le numéro de téléphone à contacter, le 47
37 36. On continue, je voulais t'emmener aussi à l'aquarium des Lagans, il y a un programme estival avec tout un chemin autour de l'eau qui est proposé pour cette période d'été, donc du 5 janvier au 7 février. Vous pourrez aller découvrir tout ça. Ça dure combien de temps ce chemin de l'eau? Ça dure quand même toute une après-midi, il faut compter, donc de 13h30 à 16h30, il y a différentes animations qui sont proposées avec les 4 étapes bien détaillées, les différents milieux, les différentes espèces qui évoluent dans ces 4 milieux différents. Notez qu'il y aura également une nocturne estivale demain le 8 janvier, et puis si vous avez besoin de plus d'infos, vous pouvez aller soit sur la page Facebook ou soit appeler le 26 27 31. Très bien, pour la suite on va au nord, on s'intéresse aux différentes activités proposées au centre aquatique de Pointe-Boute. C'est ça, tu vas voir, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts. On commence, donc il y aura de l'aquabike proposé le lundi et le jeudi, ainsi que de l'aquagym, donc le mardi et le mercredi. Pour les plus petits, donc les 3 à 12 ans, il y aura des stages de natation proposés pendant tout cet été. Vous pouvez aller directement vous inscrire, soit directement là-bas sur le site du centre aquatique, tout simplement, ou appeler le 47 39 66. Là, on parle d'une inscription par enfant et par semaine, donc si vous êtes intéressé, ça peut être sympa pour vos enfants et pour être frais tout l'été. Il fait bien chaud en plus là. Voilà, et puisqu'on est dans la zone VKP, on en profite aussi pour faire un saut à Coné pour parler d'un centre de loisirs. C'est ça, donc organisé par le projet éducatif local, il se tient donc ce centre du 11 janvier au 5 février, du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30 à la base nautique de Fouet. Donc ça se déroule autour d'un thème. Le thème là en question, c'est au rythme des vacances. Les inscriptions se font soit directement en allant à l'école Les Flamboyants, soit en appelant le 87 40 20. Il y a une capacité quand même d'accueil de 100 enfants. Mais sur la zone VKP, c'est quand même un des seuls qui propose des choses. Donc si vous êtes intéressé, il faut vite faire les démarches et aller inscrire votre enfant. Voilà. Très bien, voilà, donc profitez-en. Merci beaucoup Davina, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, c'est ça. En attendant, bon week-end et faites attention sur les routes. Comment choisir un centre de loisirs et de vacances pour son enfant? Nous en parlons aujourd'hui avec Marie-Hélène. Salut! Salut Chloé, oui, bonjour à vous chers téléspectateurs. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui nous allons donc donner quelques indications aux parents qui ne parviennent pas à faire un choix en tout cas pour un centre de vacances et de loisirs pour leur enfants. Alors pour commencer, on va d'abord se poser la question de savoir est-ce que mon enfant va donc se rendre dans un centre de vacances et de loisirs avec hébergement ou est-ce qu'il est plutôt préférable de le diriger vers un centre de vacances et de loisirs sans hébergement. Donc après c'est le parent qui doit être prêt lui aussi à se séparer ou pas de son enfant pendant une semaine au moins. Et oui, et c'est vrai que cette séparation, on le sait, n'est pas toujours évidente. Alors il faut savoir que lorsque le centre de vacances propose un hébergement, l'enfant va donc dormir sur place et c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué pour l'enfant au tout début. S'il s'agit d'un centre de vacances et de loisirs sans hébergement, là tout va bien, on peut dire ça. Il passe la journée là-bas. Voilà. Et on vient dormir à la maison. Exactement. On sait qu'on va revoir son enfant tous les soirs à la maison. Il pourra nous raconter ce qu'il a fait durant sa journée. Et d'ailleurs, tu sais que ces centres-là portent un nom. On parle donc dans ces cas-là de centre de loisirs. D'accord, et l'âge a son importance également, j'imagine. Oui, tout à fait Chloé, tu imagines très bien puisque l'âge est un véritable justement moyen pour les parents aussi de choisir un centre de vacances. C'est d'ailleurs même, je dirais, la première chose qu'il faut observer. D'accord, alors à partir de quel âge justement est-ce qu'on peut inscrire son enfant en centre de vacances? Dès l'âge de 4 ans, figure-toi, on peut donc inscrire son petit bout et ce jusqu'à l'âge de 18 ans pour les adolescents. Alors à partir donc de cet âge-là, d'ailleurs 18 ans, on parle plutôt de camp de vacances ou encore de camp de scout. D'ailleurs les séjours qui sont proposés pour ces camps sont soit fixes, soit itinérants. Donc fixe lorsqu'ils se déroulent dans un seul et même lieu et itinérant lorsqu'ils se déplacent, que ça aussi c'est possible, surtout lorsqu'il y a des camps sous tente. D'accord, et justement
finalement les groupes se forment ensuite en fonction, par tranche d'âge, c'est ça? C'est ça, on organise donc les activités par tranche d'âge, donc il y aura par exemple un centre de vacances pour les 4-6 ans, ensuite pour les 7-10 ans, puis pour les 10-14 ans et enfin pour les 14-18 ans. Alors dans un groupe, il faut savoir qu'il y aura environ une dizaine d'enfants. D'accord, alors rappelle-nous pourquoi il est intéressant pour un enfant de se rendre dans un centre de vacances, qu'est-ce qu'il y découvre? Alors, il se trouve que justement le centre de vacances et de loisirs est considéré, si tu veux, comme un espace éducatif, au même titre que l'école et donc la famille. Il se trouve que les activités qui y sont proposées ont donc un but pédagogique et donc ces activités peuvent concerner différentes thématiques, différents thèmes et ils sont divers. Ça peut être de la culture, ça peut être du sport, ça peut être de l'artistique ou encore des activités de loisirs tout simplement qui peuvent être des activités manuelles. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui tu nous fais découvrir ce qu'on peut y trouver, c'est ça? Tout à fait, parce que pour en savoir plus justement sur tout ce qu'un enfant peut apprendre lors d'un centre de vacances et de loisirs, nous allons regarder un reportage qu'avait réalisé notre feu journaliste Marcel Théin-Poadji-Lima. Donc regardons de suite son reportage. Nos objectifs d'un centre de loisirs, c'est de permettre à l'enfant de s'épanouir, de vivre en collectivité et aussi de vivre en relation avec des adultes qui ne sont pas leurs parents. Et nous, notre but en tant que directeur et aussi avec nos animateurs, c'est de permettre à l'enfant de vivre ses vacances, de lui permettre aussi de s'épanouir, d'être acteur de lui-même de ses vacances et de l'occuper. Car le but d'un centre de loisirs, c'est que l'enfant ne s'ennuie pas dans notre centre et surtout en suivant nos objectifs pédagogiques. La directrice, elle prépare déjà un projet qu'elle travaille en amont 2 mois à l'avance. Après, nous, on met en place notre projet d'animation qui consiste à prévoir des activités manuelles, des activités jeux, tout ce qui pourrait apporter aux enfants dans un centre de vacances durant la journée. Et on termine la journée avec un bilan. Je suis chargé un peu au niveau de mes missions, de visiter un peu les centres de vacances pour voir comment se passent les choses au niveau de la réglementation, veiller à ce que la réglementation soit bien respectée au niveau de nos centres de vacances et de loisirs en province nord. Donc des textes où on va retrouver toutes les normes au niveau encadrement. C'est-à-dire, par exemple, pour un centre de vacances, nous aurons un animateur pour 6 enfants d'âge maternel lors d'une baignade. Et va nous permettre justement de contrôler est-ce que nos équipes d'encadrement, que nos associations organisent de CVL respectent bien ces normes. Respectent bien ces normes, qu'elles soient bien dans le cadre qui est défini par la loi, quoi, Je confirme que ça demande beaucoup d'efforts physiques, psychologiques. C'est un travail qu'on doit faire sur soi-même, ne jamais baisser les bras. C'est important parce que déjà travailler avec un enfant dans le milieu scolaire, comparé dans un centre de vacances, l'enfant il a une attitude différente. Comme nous on est sur Pendaï, on n'a pas vraiment besoin de tout ce qui est informatique. Comme on est dans la nature, on utilise tout ce qu'on trouve au bord de la mer ou dans la forêt. Et avec ces différents éléments, chacun de nos animateurs, ils montrent leur activité manuelle. Je suis avec l'AON depuis 8 ans maintenant. Ça me plaît beaucoup de faire ce travail parce qu'on en apprend tous les jours. Je ne conçois pas de faire un autre métier qu'animatrice. Pour certains, leur drogue, ça pourrait être l'alcool comme la cigarette. Moi, ma drogue à moi, c'est les enfants. Moi, si j'ai pas d'enfants autour de moi tous les jours,
les repas sont préparés par nos mamies à Népouy dans une cantine. Et ensuite, elles arrivent à 11h et elles les servent sur place à Pindaye à nos enfants. Et l'hygiène est compris aussi dans la préparation du repas. Nous avons 2 mamies ça fait des années qu'elles travaillent pour l'AON, qui préparent de très bons plats. Et la quantité, je peux vous dire qu'on a des enfants qui nous font 2 à 3 plateaux par jour. Vous allez revenir pour les grandes vacances, les prochaines vacances de colonie? En 2015. Non, là, au mois de juin, oui. Donc il faut retenir cette part de bénévolat. Ce sont des filles sérieuses qui aiment les enfants et qui travaillent dur pour nos enfants, pour leur faire passer de bonnes vacances. Mais aussi leur apporter une éducation que nos parents n'ont plus le temps d'apporter. C'est leur apprendre des choses de la vie de tous les jours. Apprendre à se débrouiller dans la nature, apprendre à un enfant à être autonome, apprendre plein de choses à l'enfant. C'est ça un centre de vacances aussi. Alors, sans animateur, pas de centre de vacances, bien sûr. Et pour être animateur occasionnel dans un centre de vacances et de loisirs, il faut bien sûr avoir un diplôme. Exactement. Il faut d'ailleurs être titulaire donc, du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, que l'on connaît tous sous le nom de BAFA. D'ailleurs, chaque année, les associations organisent différentes sessions. Exactement, car elles sont, si tu veux, toujours en demande. Elles ont un besoin permanent d'animateurs occasionnels. Et donc, durant ces formations, si tu veux, les candidats, ils apprennent à encadrer les enfants, ils apprennent également à élaborer des projets, ils testent bien évidemment aussi les activités qu'ils ont donc imaginées pour voir si tout fonctionne bien, et puis ils apprennent aussi à les animer. C'est vrai que ça aussi c'est tout un art, on peut être fait ou pas pour cela. Ensuite, durant cette formation, les futurs animateurs occasionnels, ils font également l'expérience du fameux travail en équipe avec les autres animateurs. Et en cette période de vacances, les enfants apprécient particulièrement les activités nautiques, les activités baignade à la mer ou à la rivière. Et donc en centre de vacances et de loisirs, qui est chargé de s'occuper justement de la surveillance? Alors figure-toi que les animateurs occasionnels qui ont la qualification surveillance baignade sont tout à fait donc capables d'encadrer justement ce type d'activité nautique. Voilà, c'est-à-dire que ils ont donc suivi un stage de qualification durant leur formation donc BAFA. Et puis, bien évidemment, ils peuvent, quand on entend parler plutôt d'activité nautique, on entend bien évidemment la baignade, mais ça peut aussi être une activité voile, une activité aussi canoë, kayak, c'est mieux comme ça. Et puis, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que si la surveillance ne peut pas être effectivement assurée par un animateur occasionnel qui a donc qui possède la qualification surveillance baignade, on peut faire appel, bien évidemment, à une personne qui a donc un brevet national de sauvetage. Très bien. Et ces stages, ils sont inclus dans la formation du BAFA? Alors oui, justement, durant cette formation, on a l'opportunité de participer à des stages d'approfondissement ou de qualification. Donc c'est une troisième étape, si tu veux, de la formation que l'animateur donc doit suivre pour pouvoir valider en fait son diplôme à la fin. Et donc on le sait, par exemple cette année, il y a eu un stage qualification qui a été proposé justement surveillance baignade, mais ça peut être aussi dans tout un tas d'autres thématiques. Ça peut être de la photo numérique, ça peut être des activités manuelles et culturelles. Tu vois, il y a à chaque fois un thème qui est lié, si tu veux, à ces fameux stages de qualification ou d'approfondissement. Et ça permet donc à l'animateur de compléter en fait son apprentissage et d'apprendre des nouvelles techniques. D'accord. Et depuis cette année, la vigilance est de mise pour surtout l'activité baignade. C'est vrai, tu fais bien de le dire, puisque on l'a entendu ces derniers jours, l'AFOL par exemple qui organise un camp, si tu veux, sous tente pour des enfants âgés donc de 10 à 15 ans, a précisé que les parents doivent fournir désormais un brevet en fait de 50 mètres nage libre. C'est une attestation donc qui est délivrée par donc la piscine municipale, tout ça pour se prémunir du risque. D'accord, de cette manière l'animateur est plutôt assuré que l'enfant sait nager. Exact. Et puisqu'il a la responsabilité lors d'une activité baignade, donc il faut qu'il sache au moins qu'il ait acquis les bases de la natation, on va dire. Tout à fait, Chloé, c'est vraiment cela dont il s'agit. Et comme on dit, prévention et mère de sûreté. Bien dit. Merci beaucoup, Marie-Hélène. À bientôt, Chloé. Au revoir.
Et on parle d'un petit fruit rouge avec Davina dans ce fin bon. Oui, c'est ça, Chloé. Aujourd'hui, on s'intéresse à la framboise, d'ailleurs qu'on a l'habitude d'associer à la couleur rouge ou noire, mais elle peut être aussi jaune, orange, ombrée ou même blanche. Donc voilà, à savoir, les framboises font partie de ces aliments qu'il faut absolument consommer parce qu'ils sont riches en vitamines, en calcium, en magnésium. Il faut savoir que rien que pour la vitamine C, si tu consommes une portion de 100 grammes de framboise, ça t'apporte déjà 30% de ce que tu dois consommer pour ta recommandée. Voilà. Elle est également riche en fibres, ce qui aide justement pour ceux qui ont des problèmes d'intestin. Transit. Par contre, pour ceux qui ont l'estomac fragile, il faut éviter d'en consommer comme ça parce que tu sais, les petits grains là, c'est riche en une substance qui fragilise un petit peu, qui donne mal à l'estomac. Donc il faut éviter d'en consommer si on sait qu'on est fragile à ce niveau-là. Et voilà, d'une manière générale, ce qu'on pouvait dire un peu sur la présentation de la framboise. Bon, on l'a bien compris, il faut manger de la framboise. Alors, quelle recette nous proposes-tu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir le crumble à la framboise, un reportage signé Mara Lourde. On regarde. Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser un crumble aux framboises. Première étape, c'est préchauffer le four à 170 degrés. Pendant que le four chauffe, on réalise la préparation du crumble. Donc il faut le beurre, farine, sucre et d'amande. Le but c'est d'obtenir une pâte comme du sable. Là on peut considérer que la texture est bonne. Il faut étaler sur la plaque. Et ensuite on place la plaque au four pendant 10 à 12 minutes. Pour la garniture, il faut 250 ml de crème avec 25 g de sucre et 150 g de coulis de framboise. Quand la texture devient épaisse, il faut rajouter le coulis. On garde un petit peu pour la finition. On fait juste tourner légèrement. On obtient une texture légèrement rose et parfumée à la framboise. 10 minutes après, on peut sortir le crumble du four. Et on obtient une belle couleur dorée. Il faut laisser refroidir le crumble pendant 1 heure. Dernière étape. Une fois que le crumble est refroidi, on peut passer au montage des verrines. Donc il faut une poche avec une douille. On remplit la poche avec la crème à la framboise. On a la première couche. Ensuite, les framboises. Avec le coulis restant. Le crumble. Et on recommence. Les framboises.
avec le coulis. Terme les tâches du crumble. En finition les 3 framboises. Voilà, nos crumbles sont prêts. En option, vous pouvez rajouter des feuilles de menthe et du sucre glace. Bonne dégustation. Voilà, alors Davina, est-ce que tu as quelques petits conseils à nous donner pour la conservation par exemple? Oui, alors pour ceux qui ont la chance de trouver les framboises à l'état sauvage, je pense notamment à ceux qui sont du côté de Farino ou de Canala, merci de partager avec nous. Non, sérieusement, choisissez-la à point parce qu'une fois que tu l'as cueillie, elle ne mûrit plus. Donc voilà, faites attention quand même parce que selon la variété de framboise, elle peut avoir une couleur différente, donc ça peut tromper l'œil. Elle doit en tout cas être charnue, ferme et brillante. C'est comme ça qu'il faut que vous savez qu'elle est bonne à être mangée. D'une manière générale, après il faudra la conserver dans un emballage pendant 2 à 3 jours et les mettre dans le bac à légumes du frigo. Et puis il paraît que si vous la sucrez un petit peu, elle va se conserver plus facilement et plus longtemps, donc petit conseil, voilà. Et puis elle supporte très très bien la congélation, donc si vous voulez déjà les mettre en purée et puis après ça facilitera la transformation en coulis, en sorbet, etc. Par contre, si vous devez les mettre à congeler telles quelles, il ne faut pas les mouiller parce que l'eau abîme le fruit et elle se ramollit. Voilà, elle se ramollit, donc c'est pas terrible, évitez de la mouiller. Pour la consommation, moi je vous conseille quand même de la manger comme ça parce que c'est excellent. Voilà, n'est-ce pas, à part si on a des petits problèmes d'estomac, mais sinon faut la manger comme ça, c'est encore le mieux. Elle se consomme, je vous le disais tout à l'heure, elle accompagne très très bien aussi les fromages blancs. Ouais. Il paraît que c'est délicieux. J'ai pas testé encore, mais d'après Chloé, ça a l'air pas mal. Bon. Elle est parfaite pour faire des confitures et des gelées. Elle rentre dans la composition de mousse aussi, de sorbet, de glace. Donc voilà, voilà, n'est-ce pas? C'est le moment approprié pour. Elle rentre aussi dans la consommation de boissons fermentées, dont je tairai l'appellation. De certaines petites liqueurs aussi. Et voilà, elle aromatise très très bien. Les vinaigres aussi, ça donne un autre goût. Si vous devez faire des salades, si vous avez aussi la possibilité d'avoir de la framboise, vous récupérez un peu le jus, vous mélangez au vinaigre, ça donne une autre dimension aux salades. Voilà. Très bien. Et je crois que tu avais une petite recette également à nous partager pour finir cette chronique. Alors en fait, je voulais juste vous dire que vous pouvez très bien utiliser les framboises en génoise avec des oignons et du vinaigre aussi. Sucré-salé. Sucré-salé, ça donne une autre dimension, comme nos amis asiatiques, ils aiment bien ça aussi. C'est un un mélange de saveurs pas mal à essayer à la maison. Pour ceux qui aiment le carpaccio de saumon par exemple, frais, avec la framboise avec, il paraît que c'est pas mal à tester. Je vais le tester moi pour là, ce week-end, pourquoi pas. Et puis arroser avec de l'huile d'olive. Alors tu mets ton saumon, tes framboises et tu parsèmes tout ça à d'huile d'olive et tu consommes tel quel. Il paraît que c'est pas mal. Après, et avec les viandes aussi, les viandes, les rôtis, le rôti de veau avec les framboises, tu sais, que tu mets autour et que tu mets au four. Excellent aussi à tester pour nos amis amateurs de framboises. Ça donne d'autres idées de recettes, puis si vous en avez, partagez-les avec nous via la quotidienne. Voilà. Très bien, merci beaucoup Davina, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Bon week-end à tous et à lundi.
Bonjour Duke, alors aujourd'hui on profite de la venue des mamans de Gaïcha au centre culturel Chibaou pour faire un peu un point sur les différents marchés du pays. Alors, bonjour Chloé, bonjour à vous à la maison. Alors en effet Chloé, les marchés ou les markets comme on dit ici chez nous sont très nombreux et divers au pays. On a de gros marchés communaux, normalement on en a un par commune et le plus gros d'entre eux reste toujours celui de la capitale Nouméa. Et oui, c'est vrai que le marché de Nouméa est quand même bien fourni en produits qui viennent donc de partout, enfin de toutes les régions du pays. C'est vrai Chloé, d'ailleurs ce qu'on peut dire à ce sujet c'est on sait que certains colporteurs entre guillemets font le tour des petits marchés, les petits marchés de village, petits marchés de tribus pour s'approvisionner, en fait approvisionner ces gros marchés communaux. Alors Chloé, en termes de chiffres, ce qu'on peut dire c'est que en 2002 l'IAC avait recensé 40 petits marchés, mais on va dire que là c'est des chiffres qui datent quand même d'il y a 13 ans, et en 13 ans ces chiffres ont facilement dû doubler, voire même tripler. Alors quand on parle de petits marchés, ça fait certainement... Il y a tout de suite la notion de proximité, c'est ça. Proximité, contact avec les gens du pays. Quand on s'arrête dans au bord de route, un petit marché de tribu, tout de suite on a l'occasion de discuter un peu avec la petite mémé, le petit pépé, le petit frangin qui c'est ça, c'est plus convivial. Et puis ce qu'il y a de bien aussi, c'est que en termes de sûreté par rapport à la qualité du produit, on n'a pas d'intermédiaire, ça sort direct du champ, le producteur le propose directement au client ou à celui qui s'arrête. Voilà. D'accord, ce qui renforce aussi la confiance d'ailleurs. C'est vrai. Alors un autre lieu d'échange auquel je pense, c'est le nouveau marché de Gomène dont on a parlé il n'y a pas longtemps et qui a été inauguré, donc c'était il y a 2 mois. Et c'est d'ailleurs l'INSEE WAMO qui avait réalisé un reportage à ce sujet. C'est vrai, en fait l'inauguration, ce marché-là, il a été remis en place, et on peut dire ça comme ça, mis en place sur l'espace Diana. Dans le sujet, on le voit très bien. L'espace Diana, en fait, à l'origine, c'était déjà un lieu, un espace où les vieux des vallées, les vieux des montagnes venaient échanger avec les vieux du bord de mer. Nous, de ce côté-là, par rapport au travail qui a été mené pour la mise en place de ce marché-là, c'est important de refaire vivre, ou plutôt remettre un petit peu au goût du jour ces pratiques-là, avec des outils modernes. Maintenant, c'est les marchés, mais tout ça pour dire que l'espace Diana, sur une de nos dernières chroniques, on avait même comparé cet espace-là aux hauteurs de... Tu sais, sur Canala, là, on avait réalisé aussi un petit sujet sur Ouassé, où les vieux de Ouassé venaient échanger avec les vieux des vallées. Là, pareil, c'était tortues, poissons et coquillages en échange de des tarots. Et puis, les lieux sont symboliques, et puis c'est toujours l'occasion de rappeler les liens un peu, puis rappeler le fait qu'on soit du bord de mer ou qu'on soit de la montagne, tout ça, en fait, le peuple ici au pays n'est qu'un. Alors, pour revenir à ce marché-là, ce qu'on peut dire du marché de Gomène, c'est que c'est encore un outil pour créer le lien social entre les gens des différents villages, Et puis un espace pour les mamans échanger, les producteurs proposer les différents produits du terroir. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu. Et donc aujourd'hui, c'est un autre marché qu'on va voir qui s'est déroulé au centre culturel, c'est ça? Aujourd'hui, on profite, comme on le disait au tout début, à l'occasion des 50 ans du club de Gaïcha. En fait, c'est les mamans de Gaïcha, les mamans de Djéou qui descendent sur Nouméa, qui descendent au centre culturel Chibaou. Donc je vous propose d'avoir à la maison, qu'on regarde ensemble ce petit sujet signé Jamie Waimo. Nous avons décidé de venir sur le centre culturel Chibaou pour pouvoir marquer le 50e anniversaire, et avec spécifiquement il y a la dominante de la journée avec les mamans, avec les produits de la terre. Donc les produits de la terre et les produits de la mer, et les produits qu'ils ont amenés hier de l'IFU pour pouvoir exposer, et puis signifier aussi que c'est quelque chose qui participe à l'identité du club. Donc on a avec les mamans qui sont au marché, qui présentent les produits du district. Donc il faut savoir que sur l'IFU, il y a un comité de développement du district. Et dans le comité de développement du district, nous avons les différents secteurs. On a le secteur du tourisme, on a le secteur agricole, et ceux qui viennent là, c'est la branche du comité de district qui développe tout ce qui est produit du terroir. À chaque fois qu'elles viennent ici, c'est des occasions
un temps de rencontre, un temps de partage, parce qu'au-delà des produits, c'est voilà, c'est vrai qu'on vient pour acheter les produits, mais au-delà de ça, c'est rencontrer ceux qui sont sur Nouméa et rencontrer la famille, parce qu'il y a des mamans de Grande-Terre qui sont parties se marier aux îles, et il y a des filles des îles qui sont venues sur la Grande-Terre, et puis c'est plus le côté convivial, le côté partage, et le côté où ils viennent passer un bon moment. Donc c'est plus ces moments-là, et puis quand ils viennent ici, c'est voilà, c'est on n'est plus à Lifou, on est sur Nouméa et on est exposé, on a le regard des autres et puis on vient partager ce que nous sommes, puis ils donnent ce qu'ils ont dans le cœur. Donc c'est vrai que sur les étals, nous avons effectivement les produits typiquement de Lifou. Donc on a les patates douces. Là, on a de beaux spécimens tout à l'heure, de beaux spécimens de patates douces. Après, on a quelques ignames encore sur, pas beaucoup, mais on a vu encore des ignames. On a aussi des belles, on va dire, des mains de bananes aussi qui sont là. Après, on a toutes les différentes feuilles. Donc, on a ce qu'on appelle les braids ici, les tout. Donc, les braids avec les choux. J'ai vu aussi les oignons verts. Ça, c'est des choses qui sont sur les étals. Ya na tokope kwa dehu kalau logo lare jua tuangara takara khen ge ndalo ire saka ire panakucha gengere produits des produits bio kalau lo d'abord ana waniapo c'est le papaye kalau lo toi khen inere kailo mere comment ka kalau logo la ngenete la santé ini mara ndalo itu kwa elomeda maloi kasi itu meminilare légumes kasi itu meminilare kumala c'est les patates mais khabo kalau lo fait to ya sa khen ameni amela edeyeni ge ausu eseta ameni are drolu ina kosa drolu mo ini atakwaigila e Nouméa mato ya huna feta na 50 ans la Fenibalo e Gaisha nge amefela foyeni ken ka Fenibalo fege nge dani la ya huni refo ne drolu na Gaisha se ya huna takwaisila mato hunia shi amefela produit ya huna tane jehu nge ejehu ni on ba kushala pana market ngen la no de ladi me mercredi mo enehila ya huna takwaisila Nouméa mato ya huni yani amaman gola ekela Calédonie lare produit ne yahuni na huluwane jehu amelagere wanawa inete sa boylan meminla sele marine lo gola ngane te yasa memin felare kumala amlar kumala sele la market ne drolu na market na huluwan marane la ya una takwara market ne sele memin felar salad ana golore miel amla miel sele ge miel ei puyono dila do kuya hune gaisa kakusala miel sele. On est ici, ça c'est le centre des gens de Kwanono. Il y a des produits qui convenaient ensemble de l'IFO pour vendre ici à Nouméa. Tous les produits, les patates, les papayes, le persil, les bananes qui sont là-bas. Et aussi bien les citrons et les achats avec tous ceux qui sont là, on venait de l'IFO ensemble avec eux. Voilà encore une belle occasion de promouvoir ces beaux produits qu'on vient de voir, hein, des mamans de Gaïcha, des mamans du pays, et puis des produits, surtout des savoir-faire aussi, parce que c'est grâce aussi à leur savoir-faire hein, qu'on a ces beaux produits. Merci beaucoup Duke en tout cas. Merci à toi Chloé, et merci encore à vous à la maison. Et c'est là-dessus que l'on se quitte puisque c'est déjà la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et on poursuit demain sur le thème de notre semaine spéciale vacances pour le dernier jour de la semaine. Je vous dis à demain, même chaîne, même heure.